c'est clair. Je suis un peu perdu dans les méandres de l'univers d'Andreas. Je doute pas qu'à la fin de l'émission, j'y verrai plus clair et que j'arriverai à sortir d'ici. Allez, par là. Je me suis toujours intéressé au fantastique. Au début, je lisais pas mal de Edgar Allan Poe, de Jean Ray, des choses comme ça. Plus tard, Lovecraft. Après, plus de la science-fiction, en fait. Et je m'en suis détaché après parce que, voilà, c'est... À un moment donné, je pense qu'on trouve son propre sujet, sa propre façon de faire, et puis ça vient tout naturellement, quoi. Et je me rends compte que toutes mes histoires racontent la même chose, en fait. Je suis plus attiré par l'image que par le mot. Ce qui me plaît, c'est raconter par l'image, et c'est vraiment mon mode d'expression. Je ne voudrais pas faire de films ou de choses comme ça ne m'intéresse pas, ou écrire un bouquin. C'est la narration surtout qui m'intéresse. C'est même pas l'écriture, c'est même pas le dessin, c'est la narration. Je pense que si je faisais pas de bande dessinée, je dessinerais pas. La bande dessinée m'a fasciné très tôt. Au début, en Allemagne de l'Est, je lisais Mosaïque, qui existe toujours aujourd'hui et qui, je crois, vient de dépasser Mickey en vente. Et c'était très idéologiquement orienté à l'époque, en Allemagne de l'Est, forcément. Après, en Allemagne de l'Ouest, j'ai lu Mickey, Fix und Foxy, qui était une sorte de sous-Mickey fait par Rolf Kauka, un Allemand qui a travaillé sur le même système. C'est-à-dire il a inventé les personnages et puis d'autres les ont écrits et dessinés. Mais c'est lui aussi qui a le premier publié les histoires de Spirou, du Franquin, du Peyo, du Tillieux, etc. Et c'est là que j'ai découvert la bande dessinée franco-belge. Les comics, j'avais 21 ans, je crois, quand j'ai vraiment commencé à lire des comics. Ça a été un choc narratif, et par le dessin, et par l'approche du dessin par rapport à l'histoire, etc. Et puis aussi le côté, voilà, c'est des fascicules. Enfin, à l'époque, on les jetait. Aujourd'hui, voilà, le papier est trop bon, etc. Enfin, moi, j'aimais bien quand c'était un peu trash, quoi, un peu comme les mangas. Les vrais mangas qui sont... le papier n'est pas terrible, c'est noir et blanc, voilà, mais c'est là pour être lu, voilà. Et pour moi, la bande dessinée, elle est là pour être lue. Dans quel cadre? Moi, je m'en fous maintenant si je lis dans un album ou sur une tablette. Du moment que je peux lire la bande dessinée, pour moi, c'est bon, quoi. Au début, je dessinais genre gros nez, gros pied, quoi. Franquin, Peyo, justement, c'était mes idoles, enfin surtout Franquin. Plus tard, quelqu'un m'a dit mais tu as un dessin rigolo, mais tu fais des histoires sinistres. Il faudra peut-être adapter l'un ou l'autre, quoi. Donc j'ai adapté le dessin au scénario. Et c'est devenu quelque chose de plus, je dirais, de semi-réaliste, parce que c'est pas du réalisme vraiment, mais j'ai jamais rien publié de rigolo en fait, à part Donjon, quoi. Voilà, c'était un peu un retour aux sources. Au début, je travaillais avec Eddie Pape pour le journal Tintin, et puis à un moment donné, j'ai voulu proposer ma propre création. À l'époque, on commençait par des histoires complètes, c'est-à-dire des petites histoires de 6-7 planches. Et donc j'ai proposé une histoire fantastique et on m'avait dit il vaut mieux qu'il y ait un personnage parce que le lecteur aime bien, etc. Et donc j'ai inventé Rourke pour ça, simplement comme une sorte de personnage prétexte
Donc j'ai fait plusieurs histoires complètes avec lui et puis on m'a dit ouais mais ce serait bien s'il y avait un fil rouge parce que si jamais il y a un album à la fin, bon voilà. Et donc là j'ai commencé à partir du 4e épisode qui était Low Valley de faire tout ça en une seule histoire, d'incorporer à nouveau les 3 premières qui étaient en fait des histoires complètement séparées. Voilà et c'est parti comme ça. J'ai fait une pause, j'ai fait Cromwell Stone, ensuite j'ai commencé à travailler pour les Humanos. Et entre-temps, Rourke est devenu un album, ou 2, qui se sont relativement bien vendus. Et là, le journal Tintin est revenu vers moi et m'a demandé « Est-ce que tu veux pas continuer ?» etc. Et là j'ai dit « Bon, mais je ferai encore 5 albums, mais après j'arrête. » Je me suis dit, bon, après 5 albums entiers, c'est terminé, donc il faut que je trouve autre chose. Et là, j'ai trouvé Capricorne. Je me suis dit, je vais l'essayer dans Rourke, avec Astor, avec H, etc. Donc tout était déjà là. Voilà, puis après, j'ai proposé Capricorne et c'était aussi plus facile comme ça, comme il avait déjà une existence dans Rourke. Il y avait déjà un monde, donc voilà, c'était plus aisé comme ça, et puis c'est venu tout naturellement après. Ce qui est agréable pour moi dans une série, c'est qu'on y met des choses dont on ne sait pas trop ce qu'on va faire, mais qui peuvent servir plus tard. Les 5 dessins dans Rourke Capricorne, les illustrations pleine page avec un titre en dessous à chaque fois. Je me suis dit, je vais faire les 5 premiers albums avec ces titres-là à chaque fois et l'image, quelque part dans l'album, apparaît. C'est des contraintes aussi que je me donne de temps en temps pour devoir travailler autour de ça, etc. Enfin, c'est plutôt rigolo comme ça. Puis c'est des jeux qui sont à l'intérieur d'une série et qu'on peut faire à l'intérieur d'une série et qui sont amusants pour le lecteur et pour le lecteur fidèle surtout, qui va retrouver des choses plus tard. Comme les fragments de l'image dans le tome 15, je crois. Il y a une grande image et on trouve déjà ça dans le 8e. Voilà, et puis je prévois parfois des choses à longue date comme ça, des choses qui prennent des années pour revenir et tout. Puis il y a le jeu du mot terminus qui est dans toute la série quasiment. Et voilà, c'est des petites choses comme ça qui m'amusent et puis que le lecteur peut découvrir, que je ne vais pas nécessairement lui dire... mais qu'il peut découvrir par lui-même et qu'il découvre d'ailleurs. Vous verrez dans le tout dernier, j'ai réintégré des choses qui sont apparues dans Rourke et voilà, donc tout... Le lecteur va se dire tout se tient, enfin le fan va se dire ça et puis voilà, tout se tient, mais pas nécessairement planifié. Finir Capricorne, c'est bizarre, c'est bizarre. D'un côté, je suis content de pouvoir faire autre chose. D'un autre, théoriquement, j'aurais pu encore faire une vingtaine. Mais bon, finalement, je ne suis pas mécontent que ça s'arrête parce que j'ai envie de faire plein d'autres choses, de faire des choses différentes, avec des dessins différents, des techniques différentes, des histoires différentes, etc. Pour l'instant, je travaille sur Dérive 2. J'avais fait il y a 25 ans ou je ne sais plus combien, un album avec des histoires courtes écrites par d'autres scénaristes. Et j'avais fait ça pour me sortir un peu de mes propres histoires, de mes propres obsessions et surtout aussi pour libérer un peu mon dessin. Parce qu'au début, quand on écrit pour soi-même, enfin en tout cas c'était mon cas, j'évitais certaines choses que je n'avais pas envie de dessiner. Et avec un scénariste, bon, on est obligé de faire ce qu'il demande. Et ça a eu un bon effet, c'est-à-dire après j'ai pu éviter certaines choses, ce qui a fait que dans Capricorne j'ai dû dessiner des trucs que j'avais aucune envie de dessiner. Mais bon, voilà, quand j'écris, je ne me dis pas « oh non, j'ai pas envie de dessiner ça », je pense à l'histoire et c'est tout. Quand j'étais très jeune, je voulais être architecte. Oui, ça entre dans mes histoires, bien sûr. J'aime bien faire des perspectives, des choses comme ça. Je râle à chaque fois parce que dessiner 100 000 fenêtres, c'est vraiment pénible. Mais bon, à chaque fois, je recommence un truc comme ça, donc ça doit m'intéresser quelque part. Puis c'est un côté aussi, c'est comme les petits traits, c'est un côté, ça calme, quoi. C'est très répétitif.
Donc au début, je me suis servi de pas mal de documentation pour New York. Donc dans Rorke, ça correspond encore à peu près à quelque chose. Donc Capricorne, ça ne correspond plus à un New York réel. C'est-à-dire j'invente carrément. L'authentique, moi, ça m'énerve, ça m'ennuie. Et là où j'étais très mal à l'aise aussi, c'était dans Quintos, avec Isabelle Cochet, chez Dargaud. Parce que ça se passait dans la guerre d'Espagne et il fallait rester relativement authentique, entre guillemets. Et la plupart des remarques que j'ai eues sur l'album, c'était des défauts d'uniforme ou d'avion ou de machin comme ça. Je me suis dit, plus jamais je fais un truc historique ou authentique, etc. J'aurais dû en faire une histoire de science-fiction, ça aurait été beaucoup plus sensé, mais bon, voilà. Mais ça fait vendre l'album aussi. C'est stupide à dire, mais c'est le contexte historique a fait vendre l'album plus que l'histoire. Et ça, non. Je veux qu'on achète mes histoires, pas ce qui s'est passé il y a 60, 80 ans. J'ai toujours du mal quand on me dit que je fais de la recherche etc. Parce que c'est des choses qui viennent naturellement en général. C'est-à-dire quand je fais un album qui est tout à fait silencieux ou qui travaille sur une sorte de gaufrier ou qui n'est qu'en image horizontale, c'est d'abord par rapport à l'histoire et ensuite parce que j'aime ça, c'est ce que je préfère, c'est la narration. C'est comment est-ce que je vais raconter cette histoire. À la limite, l'histoire, c'est moins important que comment je vais la raconter. Et ça m'amuse de trouver des choses, des solutions à des problèmes narratifs, à des narrations parallèles, à des choses qui reviennent, etc. Ça m'amuse vraiment, quoi. Et c'est ça qui me motive. Les choses peuvent venir de n'importe où. Ça peut venir d'une série télé, ça peut venir d'un film, ça peut venir d'un bouquin. C'est quelque chose qui vient naturellement. Parfois, c'est aussi de la fainéantise. Je me dis, oh là, je vais devenir dessiner toute une rue avec des personnages, des bagnoles. Comment est-ce que je peux faire raconter ce que j'ai à raconter sans faire ça? Et je trouve une solution qui me permet de le faire et qui, généralement, est meilleure que dessiner tout le bazar, quoi. Une des raisons pour lesquelles je pense que j'ai choisi la bande dessinée, enfin inconsciemment, c'est aussi que je peux le faire tout seul chez moi et de faire ce que j'ai envie de faire. Et j'ai toujours pu faire ça, on ne m'a jamais dit fais ci, fais ça. Je crois que c'était l'époque aussi parce que j'ai vu dans l'interview de Servet qui disait exactement la même chose, qu'il avait pu faire ce qu'il voulait et donc il a fait ce qu'il voulait. Et moi c'était exactement pareil. D'ailleurs on a commencé plus ou moins à la même époque. On ne nous disait rien, on ne nous disait pas oui dessine comme ci, dessine comme ça, fais tel genre d'histoire, etc. Non. Et donc forcément on prend l'habitude de faire ce qu'on a envie de faire et puis on ne se laisse plus marcher sur les pieds après, quoi. Ça c'est clair, quoi. On vous propose autre chose, bah non ça ne m'intéresse pas, quoi. Il y a toujours un moment où il faut choisir. Est-ce que je veux gagner beaucoup d'argent ou est-ce que je veux m'amuser 24 heures sur 24? Et je préfère nettement m'amuser. Ce qui compte surtout, c'est le travail sur la planche, de faire ce qui me plaît. Parce que je pense que si ça me plaît à moi, ça va plaire à d'autres aussi. Peut-être pas 100 000, mais même 1000, quoi, je suis content. Par là. Je me souviens parce que j'avais pris gauche, gauche, droite, gauche. Je suis déjà passé par ici, moi. Ah, vous êtes encore là, vous? Bon, ben, j'en profite pour vous rappeler d'aller sur notre site internet pour revoir toutes nos émissions. Et puis sur notre page Facebook, parce que y a plein de bonus inédits. Moi, je vais partir par là. Parce que la sortie, elle est par là. Si, elle est par là. Si, elle est par là. J'ai un petit peu l'impression de tourner en rond, moi, ici.